Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. L'Afrique représente 70% des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, mais reste sous-représentée au sein de la grande institution. Elle est la seule région à ne pas avoir de siège permanent au Conseil, à changer les choses. Et pourtant, des dirigeants africains pensent que le continent mérite sa place au même titre que les autres, raison pour laquelle elle demande 2 sièges permanents et le droit de veto au même titre que la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Alpha Wali, spécialiste en relations internationales. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Tout le plaisir est pour moi, Aminata. Alors, Monsieur Alpha Wali, comment expliquer le fait que l'Afrique n'ait pas sa place au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre permanent? Parce que l'Afrique n'a pas été vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que là, quand les Nations Unies ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les travaux ont commencé bien avant. Et il ne faut pas oublier qu'aussi les Nations Unies, c'est à peu près, c'est venu après la faillite de la Ligue des Nations. Et c'était un projet atlantiste. Ce sont des Blancs qui se sont dit, il faut qu'on crée une organisation qui va créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de guerre aussi catastrophique. Et ça s'est passé aux États-Unis, ceux qui faisaient partie du think tank. Mais il n'y avait que des Blancs, c'était des Français, c'était des Américains, c'était des Anglais, la Chine de Taïwan et l'URSS. Ça, ce sont les vainqueurs. Ils se sont octroyés ce pouvoir de décision au niveau du Conseil de sécurité en ayant un droit de veto qui permet de bloquer les uns et les autres. Ça, ce sont des rapports de puissance. Mais disons, l'Afrique n'a pas gagné, mais elle y a quand même participé. Non, je te dis gagner, je ne te parle pas de participer. Avoir la décision, on n'a jamais eu ça. On a été colonisé et quand on crée les Nations Unies, la plupart des États africains étaient encore colonisés. Donc, si c'est clair, les conditions sont simples, il fallait gagner les guerres pour y participer. L'ordre international établi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne prenait pas en considération les desiderata de l'Afrique, sauf en matière de décolonisation. Ceci étant, c'est dans les années 70 qu'on a commencé un tout petit peu à faire participer des pays africains à des réunions du Conseil de sécurité et tout. Non, mais ça n'a jamais été dans la philosophie des pères fondateurs des Nations Unies. Et dites-moi, conformément au consensus des Uluni et à la déclaration de Sirte, le continent africain n'a pas moins de 2 sièges permanents avec toutes les prérogatives qui s'y rattachent, y compris le droit de veto et 5 sièges non permanents. Voilà, vous avez cité 2 documents fondateurs. Sirte, c'était en 1999. On était à la veille de l'installation de l'Union africaine. On passait de l'OUA à l'Union africaine. Et on a fait un diagnostic pour voir de 60 jusqu'à 99 où est-ce que l'Afrique avait réussi, qu'est-ce que l'Afrique avait fait de bon. Et on s'est rendu compte qu'on était sous-représenté. Mais c'était pas. C'est là où on a commencé à avoir des solutions africaines avec le NEPAD. Avec le NEPAD, il y avait des présidents qui avaient une caricature. Obasanjo, Abdoulaye Wade, Thabo Mbeki, l'Égyptien qui pouvait apporter la contradiction lors des réunions du groupe des 7. Malheureusement, ça ne suffisait pas et c'est là où il y a eu le consensus des Unis, voilà, et qui a abouti à la création du groupe des 10. Les 10 pays à raison de 2 pays pour les 5 représentants au Conseil. Non, pour les 5 parties de l'Afrique qui constituent l'Union africaine, pour dresser une stratégie pouvant permettre à l'Afrique de
de faire son plaidoyer, de mener la lutte pour avoir 2 places permanentes avec droit de veto au niveau du Conseil de sécurité et 2 autres places non permanentes. Bon, ça, ce sont des vœux. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Parce que quand même, l'Afrique est dans une situation géopolitique qui est assez particulière. Et qui ne favorise pas... Qui ne favorise pas. Là, vous avez évoqué un peu l'histoire. Le Conseil de sécurité est souvent perçu par ses détracteurs comme un club privé de pays aux privilèges spéciaux, alors que l'Afrique représente 70% quand même de ses décisions. Je le disais tout à l'heure. Ne faudrait-il pas réformer comme l'ont demandé les chefs d'État africains? Bon, non, vous savez, la création des Nations Unies est partie d'un constat qui a généré un ordre. Il y a eu des guerres mondiales et on a eu un ordre international. Mais le contexte actuel du monde dans lequel nous sommes demande certaines modifications. Mais ces modifications ne viendront pas par le fait de négociation. Non. Ce sont des rapports de force. Et aujourd'hui, oui, le moment est opportun parce qu'on a un shift. L'ordre international est en train de passer de l'ouest vers l'est. Parce que les contextes ne sont plus les mêmes. Les contextes ne sont plus, mais il faut attendre qu'on puisse atteindre cette maturité géopolitique. Parce que la Chine est en train de monter, c'est-à-dire les îles libérales, d'autres modèles de développement qui ont réussi et qui ne font pas partie de l'orthodoxie néolibérale qu'on nous a proposée. Donc excusez-moi, vous parlez de maturité géopolitique, mais dites-nous, quel serait l'enjeu véritable pour le continent africain de disposer d'un droit de veto? Mais non, mais au moins, on pourra... je vous donne un exemple au niveau du Conseil de sécurité, ce qui est arrivé à Kadhafi. Rapidement, il ne nous reste que 2 minutes. L'exemple de ce qui est arrivé en Libye doit nous permettre de faire tout pour avoir ce droit de veto. Kadhafi avait un projet avec le continent africain. Oui, c'est vrai par rapport à l'anecdote, mais là, nous sommes un peu serrés par le temps. Non, je vous dis, parler un peu de l'enjeu du continent. Non, l'enjeu du continent, parce que Kadhafi voulait un fonds. Il pensait à l'Afrique, la monnaie unique africaine dont on parlait, c'était ça. L'Afrique devrait avoir un droit de décision au même titre que les autres continents. Si on avait un droit de veto, ils ne s'attaqueraient pas à la Libye. Ils sont passés par le Conseil de sécurité, une résolution que les autres ont contournée par la suite. Et là, on termine rapidement avec le dernier point. Il appartiendra à l'Union africaine de sélectionner les 2 représentants de l'Afrique. Or, 3 pays prétendent depuis longtemps au pouvoir légitime plutôt pour remplir ses fonctions, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Comment trouver un consensus selon vous sur cette question qui divise les États africains? On ne pourra jamais trouver de consensus. Pour moi, c'est fait beaucoup plus pour nous diviser. Parce qu'il n'y en a pas 3, il y en a 4. Au titre de puissance qui peuvent réclamer ce droit. Mais que dirais-tu du Sénégal, qui est un petit pays, mais diplomatiquement présent? Qui représente l'Afrique francophone. Oui, non. Donc, sera sur quelle base? Moi, je préférerais peut-être donner beaucoup plus de poids à l'Union africaine au niveau du Conseil de sécurité. Ce sera la voix de l'Afrique. Et là, peut-être les Africains, là où on se battra, c'est qui sera président de l'Union africaine. Et ça ne serait plus l'intérêt d'un seul pays, mais une représentativité carrément du continent. Du continent. Ouais. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Tout le plaisir est pour moi. Alors, ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre nos programmes sur Médian TV Afrique.